Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce live sur Twitch, comme tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, je suis dans un endroit un peu particulier, vous le voyez derrière moi, je suis dans le hall entrouvert de la gare de Lyon, au sein de la SNCF sur cette gare, pour vous parler de la sécurité dans les transports. Alors pour le moment, je suis toute seule, mais je vais bientôt être rejointe par deux policiers de la brigade des réseaux ferroviaires. Bonjour Charlie, j'essaie de te mettre en modération si je le peux. Bonjour à Info Réseau, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je fais une petite manip sur l'ordinateur. Voilà, normalement c'est bon. Alors je commence ce live, mais je vais bientôt être rejointe, comme je vous le disais, par deux policiers de la brigade des réseaux franciliens. J'ai passé la journée avec eux ici, gare de Lyon, et vraiment c'était une journée fantastique. Donc voilà, je vais vous en parler et avec moi, vous pourrez aussi poser vos questions, et elles sont nombreuses, sur la sécurité dans les transports en commun. Alors voilà, je prends un petit peu de temps avec vous et eux aussi pour parler de ce sujet. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de ce sujet? Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Comme ça permettra aussi à tous ceux qui souhaitent de nous rejoindre. L'anecdote, c'est la suivante. Au sein du service et de mes collègues avec lesquels je suis, il y a une jeune femme qui était notre stagiaire, qui s'appelle Joséphine, que je salue, by the way, si elle nous entend. Et Joséphine, un jour, elle est arrivée au service avec le genou tout ensanglanté. Je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et il se trouve qu'en fait, elle avait eu très peur dans le métro parce que quelqu'un l'avait suivie. Et en se dépêchant, elle était tombée, elle s'était égratignée la jambe. Et donc, on a discuté de ça ensemble. Et il se trouve qu'on est une équipe où il y a beaucoup de femmes. Et en discutant entre nous, en recoupant un peu nos impressions sur la sécurité dans les réseaux, on était beaucoup de femmes et de jeunes femmes à trouver qu'il y avait de l'insécurité, notamment sur des questions de harcèlement ou de regard insistant ou de mauvais comportements d'hommes dans le métro. Et donc, on a commencé comme ça à s'intéresser un peu plus sur la sécurité dans les transports en commun. Et voilà, une petite pensée pour Joséphine et toutes les personnes qui vivent des situations pas forcément faciles dans les transports en commun. Alors des fois, c'est des faits graves, on appelle ça des délits, des crimes, et des fois, c'est plus du ressort des incivilités ou des mauvais comportements. Et ça s'explique simplement, parce qu'on est beaucoup, on est tous ensemble dans des endroits petits, et donc c'est vrai que dans ces cas-là, il y a des mauvais comportements aussi qui se développent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a eu envie de parler de ces sujets de transport en commun. Je crois, j'avais regardé les chiffres ce matin en prenant le métro d'ailleurs sur Internet avant de faire cette journée sur la question des transports en commun. Effectivement, il y a à peu près 25%, 20-25% des infractions en France, donc ça fait quand même un cinquième, qui se passe dans les transports en commun. Alors, transport en commun, il y a métro, RER, c'est notre quotidien, nous les Parisiens, mais c'est aussi le tramway, les bus, voilà, tous les types de transports, le train, bien sûr. Et on est nombreux, nous les policiers et aussi les gendarmes qui viennent nous aider dans les transports en commun pour la sécurité. Et puis il y a aussi tous les organismes privés, des entreprises comme la SUGE pour la surveillance générale de la SNCF, la RATP aussi, qui a son propre système de sécurité qui viennent en renfort. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont je vais vous parler. Vous n'êtes pas nombreux pour le moment, mais je suis persuadée que vous allez nous rejoindre pour poser vos questions, parler aussi de vos expériences. J'espère que le son est bon, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit derrière moi. On va laisser parler la SNCF. Alors voilà, c'est le thème de ce Twitch et de ce live aujourd'hui, c'est ce sujet de la sécurité dans les transports en commun. Je fais juste une petite pause pour vérifier mon son, ne bougez pas. Je crois que tout fonctionne, donc ça va. Il n'y a plus qu'à attendre nos deux policiers. Vous pouvez attendre et déjà poser vos questions si vous en avez sur ce sujet de la sécurité dans les transports en commun. Et je vois nos policiers qui arrivent, qui sont pas loin. Et on me dit aussi, que le son est correct. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre vos questions pour commencer ce live. Moi, j'adore les gares. C'est un endroit où
il y a du passage, où il y a de la vie, où il y a des travailleurs, où il y a des voyageurs, ceux qui partent en vacances. C'est un endroit qui brasse beaucoup de monde et c'est vraiment agréable en fait de voir toute la société, tout le monde qui est rassemblé. Le son est top, on vous entend bien. Bon bah voilà, merci la modo de me le dire. Alors peut-être je vais vous raconter ma journée en attendant nos policiers. Ils sont un peu loin mais ils arrivent donc voilà. Moi je suis arrivée ce matin et j'ai commencé par faire le tour du service. C'est un service intéressant parce qu'il y a à la fois des équipes qui s'occupent des enquêtes qui sont sur un site particulier et ceux qui s'occupent de la voie publique. Ils sont à peu près 600 policiers pour Paris. Paris Intramuros, c'est la Grande Couronne, donc des agents de la préfecture de police. Pour être ainsi dans les rames de métro, de RER. Donc 600, il y a à la fois des policiers en tenue, vous les voyez peut-être, moi je les vois de temps en temps, et il y a aussi une espèce de brigade anticriminalité qui est en civil. Alors ils ne s'appellent pas BAC, ils s'appellent BLAST, mais c'est à peu près la même chose, ils sont en civil et ils cherchent à prévenir des infractions, c'est-à-dire des personnes, des individus, comme on dit dans le jargon policier, des individus qui ont un comportement suspect, qui peuvent changer de direction ou prendre des rames de métro en faisant des allers-retours, etc. Ils vont se mettre à les suivre, à faire des filatures, des filoches, comme on dit dans notre jargon. Et à la suite de cela, ils essaient de caractériser des infractions qui pourraient être commises et donc de prévenir la délinquance ou de la caractériser pour qu'il y ait une poursuite judiciaire. Donc ça, c'est le travail de cette BAC, de cette BLAST dans la brigade des réseaux ferrés. Donc équipe judiciaire, équipe civile, équipe en tenue de sécurisation, on appelle ça comme ça. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai découvert ce matin, on m'a tout expliqué. Après, j'ai assisté à l'appel à 14h30. L'appel, c'est un moment important, c'est là où tout le monde, tous les policiers qui travaillent la journée sont rassemblés, c'est là où le commandement va donner les consignes. Donc moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est par exemple les endroits où la criminalité était plus importante. Par exemple, à la suite d'infractions, je crois qu'ils ont parlé de Stalingrad, de Barbès, de différentes stations de métro où effectivement, quand on y passe, on peut avoir un sentiment d'insécurité important. Donc, ils ont évoqué toutes ces situations-là et ils ont demandé des points de renfort renforcés, voilà, avec davantage de policiers sur ces points-là. Donc ça, c'était un moment important de la journée. C'est aussi un moment où tout le monde se croise, donc il y a des échanges, c'est assez sympathique, on peut dire ça comme ça. On prend les consignes, mais on voit aussi de tous ses collègues avant que chacune des patrouilles parte un petit peu partout. Il y en a qui vont aussi en Grande Couronne. C'est pas seulement Paris Intramuros, c'est aussi la Grande Couronne. Donc voilà, j'ai assisté à ça à 14h30. Et après-midi, j'ai passé une partie de l'après-midi au centre d'information et de commandement. C'est là où c'est une salle assez intéressante, c'est au sous-sol, avec beaucoup d'écrans de télévision et de vidéos. Et c'est là où il y a des vidéopatrouilles. Donc la vidéopatrouille, c'est en fait des policiers qui vont suivre sur les écrans de vidéo ce qui est en train de se passer et suivre des personnes qui seraient en train de commettre des délits pour envoyer la patrouille la plus proche ou au contraire les suivre pour essayer de voir leur cheminement, essayer de détecter le moment du passage à l'acte pour intervenir en flagrant délit. Parce qu'en fait, ce qu'ils m'expliquaient, c'est très important pour eux, ce flagrant délit, parce qu'il faut des éléments de preuve. C'est comme ça qu'on met en place une procédure judiciaire. Et donc, pour trouver ces éléments de preuve, il faut arriver à le caractériser, donc d'être là au bon moment. Et la vidéo, ça aide vraiment beaucoup pour cela. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes, le chef de salle, les vidéopatrouilleurs, pour qu'elles m'expliquent l'ensemble de leur organisation. Au sein de cette salle, c'est vachement intéressant parce qu'il y a aussi des agents de la RATP, de la SNCF. Alors, je crois que la SNCF, il y a une personne en fixe tout le temps, mais il y a des liens forts avec la RATP. Et tout le monde, en fait, travaille la main dans la main pour développer la sécurité, pour répondre aussi aux signalements. Si, par exemple, vous signalez un bagage abandonné, tout de suite, ça va impliquer en fait un processus policier assez compliqué avec parfois un chien qui va venir voir, renifler si c'est de l'explosif ou pas. Donc il y a tout un processus de sécurité qui se met en place. Et donc ils m'ont expliqué aussi tous ces liens-là avec la RATP, la SNCF qui sont des partenaires très importants. Et je pense que dans d'autres villes en France, ça se passe un petit peu de la même manière, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, à Lille, dans toutes les grandes villes. Il y a des systèmes importants mis en place entre la police, la gendarmerie et les transporteurs qui ont leur propre service de sécurité. Donc voilà ma journée.
qui a été dense et importante et que j'avais envie de débriefer avec vous. On va parler aussi de vos réactions sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont été nombreuses, parce que je vous ai posé la question si vous vous sentiez en sécurité dans les transports en commun. J'ai eu beaucoup de réponses, je dois dire beaucoup de réponses qui me disaient que vous vous sentiez pas trop en sécurité, avec des fois des arguments. Donc on va en parler, on va aussi vous donner des conseils sur comment réagir, comment parfois ne pas agir, parce que c'est important de ne pas se mettre en danger supplémentaire. Donc on va parler de tout ça ensemble avec nos policiers qui vont pas tarder à arriver, mais qui se font vraiment attendre. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent sur ce sujet de la sécurité dans les transports en commun, n'hésitez pas à le poster dans le chat. Bon, j'ai fait une petite pause parce que je sais pas où sont nos policiers, je les ai vus au loin tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont été appelés sur une intervention. C'est quand même pas de chance, donc je pense qu'ils vont réapparaître dans quelques moments pour venir me soutenir dans les réponses à vos questions, mais c'est pas grave, je continue tout seul et je vais partir de tous vos témoignages sur les réseaux sociaux pour en parler avec vous, et ils ont été nombreux. Alors je vais commencer par une bonne nouvelle parce que ça fait toujours du bien. On a Zineb à Besançon, que je remercie, Zineb, sur Instagram, qui me dit qu'elle se sentait en sécurité dans les transports en commun, donc c'est une bonne nouvelle. Merci Besançon et merci pour ce témoignage. Alors une fois que ça c'est dit, j'ai eu quand même beaucoup de commentaires sur des personnes qui ont déjà eu des problèmes dans les transports en commun en matière de sécurité et qui ont réagi différemment. Alors le plus courant dans ce que vous m'avez envoyé, c'est des questions de vol. Un vol simple, notamment de téléphone portable, qui a l'air assez fréquent. Des vols à l'arraché aussi, là c'est plus grave parce qu'il y a des violences, il y a une agression proprement dite. Donc ça, il y a eu quand même pas mal de témoignages. Donc quand Pierre, notre policier, sera présent, on lui demandera comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les policiers aussi peuvent vous accompagner dans ces démarches. Ça me semble très important. Ensuite, un petit peu comme l'histoire que je vous ai racontée en introduction de Joséphine, j'ai beaucoup quand même de témoignages de femmes qui me parlent de regards insistants, de frotteurs ou de pervers aussi qui peuvent avoir un comportement inadapté dans les transports en commun, ou des femmes qui se disent qu'elles ont été à un moment draguées, insultées de manière vraiment persistante. Donc tout ça, c'est des faits de harcèlement sexuel, et tout ça, c'est interdit par la loi. Donc faut le savoir, il y a des femmes qui pensent que c'est pas une agression, que c'est juste l'état de la société, mais non, c'est un délit, il faut le dénoncer, il faut déposer plainte et c'est inadmissible. Après, on le verra aussi avec Pierre, le policier qui va nous rejoindre dans un petit moment. Ça reste compliqué parce qu'il faut le caractériser avec des éléments de preuve, et c'est tout le travail des policiers que d'avoir ces éléments de preuve. Ah, je crois que nos collègues policiers sont en train d'arriver. Je mets en pause 2 secondes, le temps de les accueillir, et je vous rejoins. Nous revoilà, je vous l'avais promis, il est arrivé. Pierre, avec qui j'ai passé aujourd'hui une bonne partie de la journée au sein de la brigade des réseaux franciliens. Merci Pierre d'être avec moi. Tu es commandant de police et tu gères une grande partie de ce service, même si tu as, comme tout le monde, des chefs au-dessus de toi. Et c'est quand même un gros service, vous êtes très nombreux au sein de cette brigade. Est-ce que tu peux déjà te présenter, parce que moi, les gens me connaissent sur Twitch, mais est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton service en quelques mots avant qu'on en vienne, parce que c'est peut-être le plus important, aux témoignages et aux réactions des citoyens sur les questions de sécurité dans les transports. Ah, okay, alors, il faut que tu parles très fort, parce qu'on est, comme tu l'as vu, dans la gare, et il y a du bruit quand même. Merci en tout cas de me recevoir. Donc, je me prénomme Pierre, je suis commandant divisionnaire. Je travaille
à la brigade des réseaux franciliens. La brigade des réseaux franciliens, c'est une unité de la police des transports qui veille sur les différents vecteurs, que ce soit le métro, RER, tramway sur Paris, mais également la petite et la grande couronne. Chaque jour, vous avez des personnels qui sont déployés sur les différents vecteurs. Donc, ce qui représente, comme tu as pu le dire, une centaine d'équipes quotidiennes. C'est 100 patrouilles, donc je crois que c'est 300 ou même un peu plus de policiers, oui. Parce que bien sûr, le policier, il n'est jamais tout seul, il y a la patrouille autour de lui, bien entendu. Voilà, on est sur un maximum de 100 patrouilles par tranche de 24 heures qui circulent sur les différents réseaux. L'objectif étant à la fois de prévenir des actions de délinquance, mais également de rassurer les personnes qui empruntent les transports. Je m'occupe donc du service qui déploie sur la voie publique des unités en tenue et également les unités en civil qui font de l'anticriminalité. Alors on en a un peu parlé en intro, j'ai expliqué ma journée avec vous, notamment le lieutenant de la BLAST, moi qui m'a beaucoup marqué. La BLAST, c'est la BAC des transports. Voilà. Et aussi j'ai un peu expliqué le travail de vidéo patrouille des collègues comme vous me l'avez montré tout à l'heure et c'était vraiment intéressant. Donc si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment, on a un expert de la matière avec nous, donc n'hésitez pas, même si vous nous avez déjà envoyé beaucoup de commentaires ou de questions sur les réseaux sociaux. Alors, on a eu des bonnes nouvelles que j'ai développées. Il y a des gens qui se disent en sécurité dans les transports en commun, mais c'est quand même pas tout le monde. Et notamment, ce que les gens disent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit quelqu'un qui se fait insulter ou malmener? Est-ce qu'il faut qu'on intervienne ou est-ce qu'on laisse faire? Et quel est finalement le bon réflexe à avoir dans ces cas-là? Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent? Alors, lorsqu'on est confronté à une situation violente ou une situation qu'elle soit violente physiquement ou violente par les propos qui sont tenus, il y a toujours un danger à intervenir soi-même. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est immédiatement, le plus vite possible, d'appeler, de prévenir, d'appeler la police, d'appeler le 17 ou d'utiliser des numéros d'urgence qui peuvent être mis à disposition par les transporteurs. Le tout, c'est de signaler dans un premier temps le problème et pouvoir donner le maximum d'informations pour que l'on puisse intervenir. Vous, il faut que vous interveniez, c'est beaucoup mieux en flagrant délit. Donc, il faut que vous trouviez la bonne personne qui a commis l'infraction. Donc, par exemple, il faut dire qu'elle a un pull rouge ou qu'elle a des Nike bleu fluo. C'est des choses qui vont aider l'enquête et aider l'interpellation, c'est ça? C'est des choses qui vont aider à plusieurs moments au cours des investigations. Déjà en flagrant délit pour pouvoir envoyer des patrouilles à la recherche de l'auteur et l'interpeller le plus rapidement possible. Mais si d'aventure ce n'était pas le cas, les éléments précis qui vont nous être communiqués vont pouvoir être exploités par nos équipes judiciaires qui sont très pointues dans les enquêtes et l'utilisation de la vidéo pour pouvoir retrouver les cheminements des auteurs et pour pouvoir les identifier, les interpeller par la suite. Alors sur les réseaux sociaux, moi il y a des personnes qui me parlent de choses mais qui sont plus, on appellerait ça je pense des incivilités, un sentiment de ne pas être en sécurité dans le métro, notamment c'est des gens qui parlent fort ou qui ont trop bu et qui ont un mauvais comportement. Tout ça, comment on le gère? Est-ce que les gens appellent la police ou est-ce que vous avez aidé aussi les transporteurs à la Sûreté Générale, la SNCF ou d'autres? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors on travaille, et merci d'en parler, c'est qu'on travaille avec 3 partenariats des transporteurs, que ce soit la RATP, la SNCF, mais plus largement avec Île-de-France Mobilité au niveau de la région et les compagnies d'exploitation des différents bus dans les villes de petite et grande couronne. Chaque service, chaque entreprise possède un service interne de sécurité qui peut être déployé en interne pour répondre en premier lieu à ce genre de choses. Donc, très concrètement, si on ne se sent pas bien quelque part, qu'on a quelqu'un qui pourrait paraître menaçant et qu'on ne se sent pas très bien à ses côtés, ou qu'on estime qu'on a échappé à quelque chose et qu'il pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre, eh bien, il faut le signaler. Le signaler, c'est pas forcément faire le 17 pour appeler la police. Si on ne se sent pas de le faire, il faut à minima, au moment où on sort dans la station, simplement, oui. Simplement, qui eux vont faire remonter l'information. Et si on tombe sur ce que l'on appelle nous un fait de sécurité, c'est-à-dire sur des faits qui peuvent être graves ou une menace qui peut être émise, et bien à ce moment-là, les services des transporteurs nous contactent par le biais de notre salle de commandement pour que l'on fasse intervenir rapidement une équipe de police. Et alors, des fois, au bout du quai, j'ai vu, il y a des systèmes d'alarme. Ça, c'est quand il y a un incident sur le quai ou carrément sur les rails. Par exemple, une personne qui tombe, on peut actionner à quel moment cette alarme?
Cette alarme, c'est vraiment un dispositif d'urgence qui est principalement fait en cas d'accident. Quelqu'un va tomber, va être poussé ou va tomber volontairement ou bien en état d'ébriété va glisser, tomber sur les rails. C'est vraiment un dispositif qui est d'abord fait pour prévenir immédiatement la régulation d'exploitation du transporteur qu'ils interrompent le trafic. Ça, c'est le danger le plus imminent, c'est celui de l'écrasement ou de l'électrocution. Mais c'est une borne qui peut également être utilisée si on repère une agression et qu'on n'a pas de téléphone portable ou que le téléphone portable passe pas. Souvent, tout le monde a un téléphone portable. Alors moi, j'avais préparé une petite infographie pour vous avec les numéros d'urgence. Le 17, tout le monde le connaît, c'est police secours. En cas d'urgence, c'est le numéro à faire. Après, quand on a d'autres choses à signaler de moindre importance, on peut faire le 3117 à Paris. C'est un numéro qui fonctionne H24, 7 jours sur 7, et qui est là pour aider, pour orienter les usagers dans les transports qui ont des problèmes liés, un peu comme je vous le disais, à une incivilité, une personne qui est dérangeante mais sans commettre forcément un délit grave. C'est bien de signaler les faits. Tout ça, c'est exploité. Et comme tu le disais, Pierre, c'est exploité parfois par la police, parfois par la SNCF ou la RATP, qui a aussi des équipes assez nombreuses qui peuvent envoyer sur le terrain pour vérifier des fois que l'incident finalement s'est résorbé naturellement ou intervenir s'il le faut. Donc ça, n'hésitez pas, c'est des gestes citoyens. Donc le 17, si c'est urgent, si c'est grave, c'est la police secours, comme partout ailleurs en France. Spécifiquement appelé à ce numéro 3117, n'hésitez pas pour un signalement de moindre importance. Donc ça, c'est un peu toutes les incivilités et beaucoup des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément des choses graves, mais c'est le fait d'être très nombreux, tous ensemble, dans une petite surface. Une radio métro le matin, si vous le prenez comme moi à 8 heures, effectivement, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est des choses qui sont commises à ce moment-là. Alors, j'ai aussi des gens qui m'ont témoigné de faits plus graves, des vols, beaucoup de vols de téléphone portable, des vols à la tire avec des violences, parfois, un petit peu moins souvent. Donc ça, tu l'as dit, il faut appeler le 17 pour qu'il y ait une intervention. Moi, si on a quelque chose, comment on doit réagir si on détient un élément d'information pour l'enquête? Est-ce qu'on vous contacte spontanément? Est-ce qu'on se rend au commissariat? Est-ce qu'il y a des postes finalement dans les gares où on peut rencontrer des policiers? Ça existe? Que l'on soit, si on a besoin à un moment donné de porter connaissance de la police un élément, qu'on soit victime ou le mieux c'est d'utiliser le service de police qui sera le plus proche. Et dans les grandes gares parisiennes, vous avez un poste de police qui dépend de notre service. Non, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel poste de police ou commissariat de police au plus proche de votre domicile ou sur votre pour pouvoir signaler ce que vous avez vu, les informations. Si on se pose la question de savoir, il faut arrêter de se poser la question, il faut le faire. Voilà, ça c'est le petit message de citoyenneté et de civisme. Si on hésite, il faut y aller. Eh ben, merci Pierre, en tout cas, c'était très clair. J'évoquais aussi les questions de harcèlement ou de regard insistant ou aux fesses. J'ai une jeune femme qui m'a en message privé, je ne donnerai pas son nom, et c'était assez émouvant. Je crois que vous avez une brigade spécialisée en harcèlement sexuel dans le métro parce que c'est une réalité. Ouais. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. C'est des dispositifs justement qui sont mis en place pour pouvoir lutter contre ce type d'agression. C'est des atteintes à la personne. L'objectif, c'est de pouvoir les signaler, que ce soit pris en compte et ensuite que ce soit traité par une unité, en tout cas chez nous, une unité qui est spécialisée pour pouvoir identifier les auteurs et ensuite récupérer, l'objectif étant, une fois qu'on les aura identifiés, récupérer à la fois leur identité, leur signalement pour éventuellement faire des recoupements et voir s'il y a une certaine sérialité ou si ce sont des faits isolés. Alors, sérialité, ça veut dire comme un crime en série. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui se succèdent, c'est ça. Sans parler de. Parce qu'on peut avoir affaire à un psychopathe ou une personne qui a un trouble psychologique et qui va répéter les faits. Oui. Donc, il n'y a pas qu'une victime, il y en a plusieurs, en fait. Exactement. Et également, notre service, comme les autres services de police sur la capitale et ailleurs, notre service est impliqué dans la procédure de lutte contre le harcèlement de rue. Et les verbalisations sont possibles depuis quelques temps maintenant. Et donc nos équipes sont sensibilisées sur le fait que si ils croisent
une jeune femme ou une femme, comme c'est principalement le cas, qui leur signale ces faits-là. Ils sont sensibilisés sur le fait qu'il existe un dispositif de verbalisation prévu qui permet justement d'intervenir pour commencer à avoir un recueil d'identité et pour pouvoir donner une réponse à ces faits-là qui doivent être bannis des différents réseaux et de manière plus large de la société. Moi, je suis contente de voir que les choses changent quand même, changent du côté des femmes aussi. On trouve encore plus qu'avant que c'est pas normal, qu'il faut le dénoncer et qu'il faut le judiciariser au besoin. Et aussi, tout le monde, je trouve, maintenant a en conscience qu'il faut agir. Donc voilà, c'est bien et surtout, faut continuer. Alors moi, j'ai vu aussi aujourd'hui, il faut vraiment leur rendre hommage, le travail qui est fait sur les caméras avec les vidéopatrouilleurs. J'en parlais avant que tu arrives, Pierre. C'est vraiment très intéressant. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était un service unique au monde. On est les seuls en France à faire cela, à faire une sorte, moi j'ai vu, de filature à travers les caméras, avec une connaissance vraiment fine des endroits où passe chacun, des allées et des contre-allées dans le métro finalement. Voilà, alors, on n'est pas les seuls au monde à utiliser de la vidéoprotection. Non, on est les meilleurs quand même. Oui. Voilà, pour alors une fois, voilà, on est les meilleurs. Alors on est les meilleurs pourquoi ? Parce que les systèmes de transport sont relativement complexes et superposent plusieurs technologies. Et pas pour l'instant, ça viendra dans les années à venir, l'appui d'intelligence artificielle, ou bien une plateforme qui nous permettrait d'utiliser tous ces moyens en même temps. Les opérateurs sont obligés de maîtriser chaque outil et chaque lieu pour pouvoir réussir à faire une filature dynamique. Filature dynamique, ça veut dire que on va prendre quelqu'un qui va sortir du métro, qui va être repéré en train de commettre un délit, et on va le suivre sur les vidéos, on va essayer de retenir, et on aura des équipes chercher à la fois la victime et chercher à la fois l'auteur, et si possible interpeller au plus près de l'action qui a été commise sur la victime. Donc ces équipes ici des différents outils, ils ont l'expertise parce que c'est des gens qui sont déjà allés sur le terrain avant de devenir des vidéo-opérateurs, donc ils ont une parfaite connaissance du terrain et ils sont relativement efficaces parce que par an, ce sont des équipes qui mettent à disposition entre 600 et 800 personnes qui ont commis des faits de vol à l'arraché, vol avec violence, violence grave, atteinte grave aux personnes et vol à la tire. Bon. Bon, en tout cas, un beau coup de chapeau à eux et un grand bravo à eux. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser dans le chat, vous pouvez y aller. C'est pas très interactif, mais comme vous m'aviez envoyé plein de questions depuis plusieurs jours sur ce sujet-là, j'ai bien vu que ça vous intéressait beaucoup. Moi, j'ai eu une question aussi sur les bagages abandonnés. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec des personnes de la SNCF. Quand il y a un bagage abandonné, et il semblerait qu'il y en a même plus qu'avant, ça déclenche tout un processus policier particulier. On fait venir aussi des équipes cynophiles qui vont vérifier si c'est un colis piégé ou pas. Et puis après, il va falloir sécuriser les lieux, etc. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce sujet, mais moi, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est faites attention à vos bagages, déjà pour vous, pour ne pas les perdre. Mais sachez que sinon, ça va provoquer des retards des trains, des gens qui sont énervés, et aussi tout un dispositif policier qui va être mobilisé parce qu'on ne laisse rien au hasard dans ce type de situation. On n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, ça déclenche systématiquement quelque chose de compliqué. Et moi, je me disais, pour arriver à ce niveau de réactivité, vous devez vous entraîner, vous avez des exercices. Alors, on travaille encore une fois étroitement avec les transporteurs qui nous aident à résoudre les différents cas de figure qui se présentent. L'objectif, c'est de déterminer le plus vite possible si le colis abandonné est dangereux. Il y a donc un protocole qui est mis en œuvre avec eux où pendant une première période d'une vingtaine de minutes, si le colis ne présente pas d'éléments inquiétants, il n'y a pas de fil qui sortent, on ne voit pas des bâtons de dynamite, on n'entend pas un tic-toc de réveil, enfin, j'exagère, voilà. On n'a pas l'impression que c'est une bombe, eh bien, de ne pas pour autant le prendre à la légère, mais de pouvoir lancer un processus de recherche de la part du transporteur qui va utiliser sa vidéoprotection pour regarder dans quelles conditions le bagage a été déposé, qui va faire des annonces sonores dans la gare pour prévenir les gens. Pour prévenir les gens, leur indiquant qu'il y a un bagage qui a été abandonné de telle couleur à tel endroit et qu'il faut vite venir le chercher. Et qui va également, si ça a été oublié dans un train, envoyer des SMS aux clients qui auront pris le train pour les avertir du fait qu'il y a un bagage qui a été oublié.
Ça, c'est la première partie. Si dans un délai de 20 minutes, on n'a pas réussi à trouver... 20 minutes, c'est rapide, hein. Ça peut être rapide. Mais bon, quand c'est grave, oui, il faut bien... Dans ce délai de 20 minutes, si le transporteur bénéficie d'une équipe cynophile, donc un chien explosif avec son conducteur de chien qui se trouve dans le secteur, eh bien, il le fait intervenir pour lever le doute. Donc le chien va venir, il va observer le colis et ce qu'on appelle dans notre jargon, s'il ne le marque pas, c'est-à-dire s'il ne s'arrête pas devant dans une posture particulière pour indiquer la présence d'explosifs, eh bien le colis est déqualifié, il est déclaré non dangereux. Si on en fait quoi ? Donc ensuite, alors, dans ce cas-là, il est non dangereux, on ne le détruit pas, il est remisé aux objets trouvés. Ah d'accord. Rue des Morillons, à la préfecture de police. Ou à la SNCF. Ou à la SNCF, dans les différents gares. Si d'aventure le chien marque, c'est-à-dire indique qu'il y a la possibilité d'avoir la présence d'explosifs ou de substances qui ressemblent à des explosifs dans le colis, et à ce moment-là, on élargit un périmètre de sécurité pour protéger le public et on fait intervenir le laboratoire qui va venir avec des moyens spéciaux pour dépiéger le colis. Très bien, merci. Alors on a deux questions qui se recoupent un peu et on a un juriste dans le chat. Est-ce que la privatisation est un frein à la collaboration entre les forces de sécurité intérieure ? Je te dis toutes les questions, Pierre. Ouais. Donc la question de la privatisation, donc ça renvoie à ce qu'on disait, comment on travaille avec les transporteurs et avec les services de sécurité des transporteurs. Finalement, quels sont les pouvoirs des transporteurs, SNCF et RATP notamment, en flagrant délit, en investigation ? Et notre juriste qui s'appelle Baka Conté 1, et merci de poser tes questions, on est sur, a priori, le flag, le 73 du CPP, les APJA. Est-ce que tu peux tout simplement nous dire ce qu'un policier national de la préfecture de police fait et ce qu'ont le droit de faire les agents de sécurité privée, notamment, et je pense que derrière, il y a la question de l'interpellation, mais aussi peut-être des contrôles d'identité avec cette qualification d'APJA. Est-ce que tu peux nous dire sur les deux points ? Alors, les entreprises fonctionnent déjà comme des entreprises privées. Donc, le processus de privatisation a déjà commencé il y a de nombreuses années. Même si c'est la SNCF. Même si c'est encore la SNCF. Voilà, désolé s'il y a des cheminots qui nous écoutent. En tout cas, on les aime beaucoup, évidemment. Pour leur sécurité également. Mais ça n'empêche pas les entreprises de pouvoir bénéficier d'un service interne de sécurité. C'est un service interne de sécurité qui est un peu particulier puisqu'il correspond à une réglementation liée au code des chemins de fer. Voilà, c'est quelque chose de très ancien. Et qui leur donne des prérogatives en matière de contrôle et en matière de port d'un uniforme et de port d'armement. La grande différence entre les agents de sécurité privés des transporteurs, que ce soit le GPSR pour la RATP ou la SUGE, la surveillance générale pour la SNCF, la grande différence entre ces entreprises et nous, c'est que nous bénéficions, pour l'instant, nous sommes les seuls à bénéficier de prérogatives de contrôle d'identité et ensuite de vérification d'identité si d'aventure le contrôle d'identité ne peut pas aboutir sur le terrain. Lorsque les agents des transporteurs interviennent, que ce soit en assistance d'équipes de contrôleurs ou bien parce qu'on leur a signalé un fait, ils interviennent comme le dit notre ami, en flagrant délit. Oui. Donc, soit lorsqu'il y a eu une commission d'un délit ou d'un crime, et bien, comme tout citoyen, ils interviennent et avec leurs moyens de contrainte, leurs menottes, ils peuvent s'assurer de la non-dangerosité de la personne qu'ils vont interpeller. Et en revanche, s'ils sont appelés par une équipe de contrôle parce qu'on refuse de présenter une pièce d'identité au contrôleur ou si on refuse de communiquer son identité, à ce moment-là, ils viennent assister les contrôleurs, ils prennent acte de cette difficulté et saisissent la police. La police vient donc à ce moment-là à leur côté pour procéder au contrôle d'identité. C'est ce qu'on appelle la coopération et la coordination entre les forces. Et ça nous amène à répondre aussi à une autre question sur comment se passent les fouilles. Est-ce qu'il faut avoir des gants ou pas des gants ? Moi, dans mes souvenirs, c'est pas obligatoire d'avoir des gants. C'est si le policier en ressent le besoin, par exemple parce qu'il y a de la saleté, mais c'est pas obligatoire de mettre ses gants. Dans les faits, c'est pas obligatoire de mettre ses gants, c'est conseillé. C'est conseillé. C'est conseillé déjà pour éviter de se blesser. Ah oui. Parce que, donc c'est pas des gants c'est pas des petits gants, c'est des gants en cuir ou des généralement, gants plus épais. c'est des gants spéciaux qui sont faits en Gore-Tex ou autres, qui sont justement faits pour éviter les coupures
le fait de s'enfoncer une seringue, oui. voilà, ou autre. Parce qu'il y a des risques liés aussi à l'interpellation et au fait de fouiller quelque chose. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est pas la fouille, parce que la fouille, ça répond à des critères juridiques très précis. L'objectif, c'est de pouvoir faire des palpations pour s'assurer que les personnes ne sont pas porteuses d'une arme, et également de pouvoir effectuer des contrôles visuels de bagages avec des personnes qui vont être à qui on va pouvoir demander d'ouvrir le bagage, et on va regarder avec eux, en leur présence, ce qu'il y a à l'intérieur. Dans de rares cas, lorsque le procureur de la République l'autorise, les agents peuvent être amenés à être autorisés à fouiller des bagages. Voilà, j'espère que ça vous répond. Alors oui, je vois ceux qui disent que le son est pas très bon, mais effectivement, on est dans une gare, donc il y a un peu de bruit. Et non, ce n'est pas le Louvre, même si la verrière est très belle, elle est semi-ouverte. Et on est très bien là, on est tranquille. Et on a tout notre temps pour vous parler. On est gare de Lyon. Et voilà, si tu n'étais pas là au début du live, voilà, j'ai passé la journée ici avec les policiers gare de Lyon dans la brigade des réseaux franciliens. Et c'était vraiment très intéressant. Donc on était en train de débriefer tout ça. Donc si vous avez d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas. Moi j'avais une question quand même sur les graffitis. Parce qu'à un moment on en parlait beaucoup. Alors je sais qu'il y a le street art et que c'est une forme d'art. Par contre, dans les gares, sur les métros, dans l'espace public, c'est pas de l'art, mais c'est des dégradations. Est-ce que vous continuez à lutter contre ce phénomène-là? Et est-ce que la SNCF et la RATP aussi luttent? Parce que c'est surtout eux qui ont à perdre dans cette dégradation. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on voit des graffitis, soit sur des murs, soit sur du matériel roulant, sur des rames de train ou de rames de métro, quelquefois on peut trouver ça joli. Ça, je ne donne pas mon avis là-dessus, mais ça peut être quelquefois une forme d'art, mais c'est pas toujours le cas. En tout état de cause, ça coûte très très cher aux entreprises qui ont à le traiter, parce que une fois que la rame est taguée, elle doit être immobilisée, elle doit faire l'objet de la mise en œuvre de techniques particulières pour pouvoir retirer la peinture de ces surfaces-là, et tout ça coûte très très cher. Et effectivement, que ce soit la SNCF ou la RATP, chacune dispose, et même certaines entreprises de bus ou d'autocars, certaines disposent de services juridiques qui établissent des devis en fonction du coût des réparations et qui sont à même de répondre très rapidement aux sollicitations des forces de l'ordre si des personnes sont interpellées en matière de flagrant délit. Donc il faut faire attention, parce que quelquefois on se dit je vais faire un petit graphe sur une vitre ou ou je vais mettre un petit coup de marqueur sur un siège, et à la fin, si on se fait attraper, on se retrouve avec une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord, à bon entendeur, voilà, s'il y a des graffeurs parmi vous, pas sur les rames de métro, pas sur l'espace public, achetez des belles toiles et faites des belles œuvres d'art, ça sera beaucoup mieux. Alors je vois dans le chat, effectivement, on n'a pas parlé de la police aux frontières, et vous avez raison, c'est important d'en parler. Dans les trains, dans les aéroports, c'est la police aux frontières qui sécurise. Donc effectivement, ils sont importants, majeurs. Et à Paris, il y a aussi une unité de coordination des transports en commun, où vous participez, vous, la brigade des réseaux franciliens, mais où il y a d'autres acteurs, dont cette police aux frontières, qui est extrêmement importante, avec des unités dédiées, des brigades cynophiles aussi. Ils ont des chiens de patrouille dans les trains SNCF. C'est quelque chose de très important, et vous avez raison d'en parler dans le chat. Je vois qu'on a affaire à un certain nombre de connaisseurs de la maison, qui est la police nationale. Est-ce que vous faites des réunions entre la SUS, le GPSR et la police nationale pour faire remonter des informations? Oui, ça, on en a beaucoup parlé, mais tu peux peut-être en redire un petit mot. Oui, alors au quotidien, nous avons nos unités d'analyse, les unités de l'analyse de la police, qui sont en lien avec les unités de l'analyse des transporteurs et qui échangent en temps réel les faits de sécurité. Dans ces faits de sécurité, il y a des informations qui sont très intéressantes, qui sont regroupées, quantifiées et qui sont cartographiées pour pouvoir ensemble déterminer les zones prioritaires d'intervention sur lesquelles mettre nos différentes forces. Alors une autre question sur les chiens stupes et les chiens méchants. Alors c'est marrant que tu parles de ça. C'est vrai que c'est des chiens très différents. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les chiens stupes, ils sont vraiment calmes. Moi, je me souviens quand je travaillais en commissariat, il y a un chien une fois qui était venu qui s'appelait Plume, et il était doux comme finalement une plume. Il portait bien son nom. Effectivement, c'est des malinois pour beaucoup d'entre eux. Et les chiens stupes, en fait, ils détectent de l'explosif, donc il faut qu'ils soient calmes, parce que quand ils trouvent une matière dangereuse, il ne faut pas que par leur aboiement ou par leur gesticulation, ils mettent en danger ou ils fassent exploser quoi que ce soit. Contrairement
Alors ça, c'était les chiens explosifs, pardon, contrairement aux chiens stupes qui, eux, sont beaucoup plus agités. Et il y a une dernière catégorie, c'est les chiens de sécurisation, effectivement. C'est ce que tu dois appeler chiens méchants, qui sont muselés bien souvent et qui sont des chiens de sécurisation. Et c'est beau les malinois, je suis d'accord. Je pense qu'on fera bientôt un Twitch sur les chiens, si ça vous intéresse. J'espère que vous serez nombreux. Je suis en train de chercher un chenil, sans doute de la police nationale ou de la gendarmerie, qui nous accueille pour parler de tous les chiens et de tout ce qu'on fait avec les animaux dans les forces de l'ordre, parce que pour nous, c'est vraiment des camarades et des collègues d'intervention parfois. Et alors, on peut dire c'est un outil de travail, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un camarade dans les interventions. Donc, je pense que voilà, on parlera des animaux une autre fois, mais tu as raison d'en parler. Et oui, on est nombreux, oui, tu as raison, on est nombreux, c'est l'actualité, hein, c'est le procès qu'on appelle V13, donc du vendredi 13 novembre. Effectivement, il y a de nombreux policiers qui sécurisent ce procès, qui est un procès important pour les victimes et pour l'histoire, donc pour nous tous. Je pense qu'on se souvient tous où on était ce vendredi 13 novembre, et voilà, il y a dans chacun d'entre nous, il y a une petite partie de nous qui se souvient de cette journée et qui pense aux victimes, mais aussi aux policiers qui sont intervenus avec courage ce jour-là. Donc merci d'en parler, de saluer leur présence et leurs efforts pour sécuriser ce procès. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la sécurité dans les transports. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses déjà. Peut-être moi j'ai une dernière question sur les JO 2024. Ça va être juste énorme partout. Alors j'allais dire partout en France, mais beaucoup de choses en Île-de-France. Et les gens, les touristes, tout le monde va prendre le métro, les transports en commun. Comment vous vous préparez sur la sécurité? Ça doit être des réunions de travail, de planification à n'en plus finir pour essayer de prévoir ce qui va être vraiment hors norme et complètement nouveau pour nous tous. Alors le ministère de l'Intérieur a lancé bien en amont, déjà depuis quelques mois. On y travaille déjà? Oui, on y travaille déjà depuis quelques mois. A lancé la réflexion. Alors évidemment, c'est illusoire de se dire qu'aujourd'hui on va pouvoir exactement savoir de quelle manière on va s'organiser. Parce que tout change en fait. Parce que tout change en permanence. En revanche, aujourd'hui, vous avez les différents services de police et les différents services de l'État et également des transporteurs qui se coordonnent pour préparer cette fête pour laquelle, je le rappelle, les transports en commun sont privilégiés comme mode de déplacement. Oui, par rapport à la voiture, j'imagine. Voilà. Et donc, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, dès aujourd'hui, les uns et les autres travaillent au dispositif idéal qui va être adapté au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de l'événement pour correspondre exactement aux besoins le jour où il va devoir être déployé. Je comprends. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment parce qu'on va bientôt rendre l'antenne. Les postes à pourvoir en Île-de-France pour les futurs gardiens de la paix sont donc axés dans de nombreux cas dans les services liés au transport. Alors moi là, je vais répondre pas complètement. Les transports, vous êtes des grosses brigades, donc vous avez des jeunes recrues, mais vous avez aussi beaucoup d'anciens. Moi, j'ai parlé aujourd'hui avec des policiers anciens qui adorent leur service, donc qui sont contents de rester. Donc, comme on dit dans notre jargon, il n'y a pas tant que ça que de turnover. Vous avez des recrues, mais pas tant que ça. Donc, un service qui fidélise. Ouais, un service qui fidélise, voilà, me dit Pierre. Et donc, Baba Conté, si tu es en train de rentrer dans le métier de policier ou si tu connais des futurs gardiens de la paix, il y a quelques postes pour rejoindre la brigade des réseaux ferrés, mais pas tant que ça. Donc, souvent, il faut être parmi les meilleurs. Donc, il faut quand même bien travailler à l'école de police pour arriver à rejoindre cette brigade qui est spécialisée, donc prestigieuse. Et voilà, c'était un bonheur, en tout cas, de passer la journée avec vous. Merci beaucoup. Et j'étais très contente. N'hésitez pas à chuchoter ou à poser encore quelques questions. Moi, je resterai pas très loin et connecté, que ce soit sur Twitch ou sur les autres réseaux sociaux que vous connaissez, Instagram, Porte-Parole AMI ou Twitter notamment. Moi, je voudrais juste terminer en vous remerciant toute la BRF et en particulier toi, Pierre, pour cette magnifique journée. Je voudrais juste donner un petit coup de chapeau à un compte Instagram qu'on aime beaucoup, que je partage beaucoup assez souvent. C'est Merci à un inconnu. Allez le voir sur Instagram. C'est des gens qui très souvent dans le métro ou dans les transports en commun rendent service à d'autres personnes et qui le postent. Et c'est des petits gestes citoyens qui font que il y a moins d'insécurité. On est tous plus heureux de prendre le métro le matin. Et je pense que la sécurité, c'est un peu l'affaire de tous. Et c'est aussi par nos bons comportements qu'on fait reculer cette insécurité. Donc, merci Charby, merci à tous les présents, merci au Modo et encore merci à toute la BRF pour cette journée très spéciale et cet événement. La semaine prochaine, on se retrouvera
Pareil, comme d'habitude, jeudi à 18h, et on parlera justement du procès V13. Moi, j'aimerais mettre en avant ce qu'a fait la police judiciaire ce soir-là, les semaines qui ont suivi, la coopération internationale. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas qui m'accompagnera, si ce sera quelqu'un de la police judiciaire ou d'autres personnalités. Je suis en train de chercher quelqu'un pour nous parler de tout ça. Mais voilà, donc j'espère que vous serez avec nous parce que ce sujet est passionnant, important aussi pour la postérité. Donc voilà, jeudi prochain, 18h, pas tout à fait le même lieu, mais le même horaire. Et merci encore Pierre pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et merci aux forces de l'ordre. Donc je transmets à tout le monde les remerciements des personnes dans le chat pour les forces de l'ordre. Merci, il faut venir chez nous. Ben voilà, le message est passé. À très bientôt. Au revoir.